Bonjour Richard. Bonjour Vanessa. Tu as participé au Festival international du film insolite, avec quelque chose d'assez fou. D'ailleurs, on peut le voir derrière toi, Nostradamus. Tu nous as offert une conférence incroyable à Alette-les-Bains, Merci. dans l'abbaye. Comment c'est arrivé? Comment tu es venu à rencontrer les organisateurs et à proposer cette conférence? C'est vrai que ça a été un moment suspendu. Suspendu comme seul le Festival international du film insolite est capable d'en proposer. J'ai la chance de connaître effectivement depuis plusieurs années Fanny Bastien. Nous avions longtemps imaginé un partenariat qui permette de tisser une toile, peut-être construire une passerelle entre nos deux mondes, celui du film insolite et celui de l'histoire, de l'ésotérisme et de cet espace où nous venons frôler presque la spiritualité. Nostradamus, qui est passé régulièrement et qui a vécu plusieurs années en Occitanie, est un personnage tellement surprenant. Il y a ce que l'imaginaire a retenu, et puis il y a ce qu'est la vérité historique, autour de laquelle on peut repositionner des mondes. Et cette conférence, à la demande de Fanny Bastien, est venue nous dire combien Nostradamus est aussi, à sa façon, un personnage insolite au cœur d'un film insolite, le film de l'humanité qui se révèle par cycle dans des réalités ésotériques ou insolites. Tu nous as dit lors de cette conférence que tu étais un serviteur de Nostradamus. Comment c'est arrivé? Comment as-tu eu cette passion, cette envie d'être un serviteur de Nostradamus? Il y a 45 ans, déjà 45 ans, à l'âge de 9 ans, j'ai commencé à porter un engagement autour de la transmission du savoir. La vie pose parfois des rendez-vous. Et une des réponses à l'enfant que j'étais, afin de dépasser les difficultés d'un moment, a été lire, apprendre, comprendre, parfois lire entre les lignes, faire des passerelles entre les mondes. Et à l'âge de 9 ans, je me rappelle de mon premier groupe de chevaliers de Malte que j'ai accompagné dans cette abbaye où justement j'ai porté la parole aux côtés de Nostradamus. Et je me rappelle de cet échange que nous avons eu, cet instant, 1 heure et demie de transmission de savoir. Et ces hommes et ces femmes qui étaient là, qui avaient entre 60 et 80 ans, se disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Que fait cet enfant de 9 ans qui nous explique tant de choses? Ces 45 années qui ont suivi m'ont permis de rencontrer régulièrement Nostradamus. Je suis devenu d'un fan, je suis devenu un homme prêt à porter la parole, à faire mémoire du grand personnage, du grand apothicaire, du grand médecin, du grand savant, Nostradamus. Et je me suis attaché, depuis l'arrivée de la maison de Nostradamus dans ma vie, il y a donc déjà 5 ans, je me suis attaché à être le plus près possible de la vie de cet homme, Michel de Nostredame, dit Nostradamus, et de dire en vérité ce qu'il a été, ce qu'il a fait, les mondes dans lesquels il a évolué, parfois à proximité des fantasmes, des mythes, mais toujours au plus près de ce qui peut élever l'homme ou la femme de ce temps. Qu'est-ce qui, chez Nostradamus, peut être transférable? Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant,
est fou, c'est que les gens, alors on parle de Nostradamus, on pense tout de suite aux prédictions, on Bien va sûr. pas se mentir, mais Bien sûr. quand tu es venu pour faire la conférence, tu nous as parlé de l'homme, de Michel, du petit garçon qui a grandi avec ses parents. Tu as parlé de plein de choses comme la Kabbale par exemple. Tu as dit que ses parents se sont convertis au catholicisme pour pouvoir être acceptés. Ouais. Et moi j'ai une question là-dessus justement, parce qu'il y a plusieurs choses que tu as dit après, par rapport aux lunes, par rapport à... Est-ce que c'était une conversion parce qu'ils se sentaient obligés, ils ne voulaient pas être persécutés, ou c'était donc de raison, ou c'était de cœur? C'est difficile vraiment de répondre avec une très grande précision à cette question, qui est une question qui est très intime. Très intime car elle touche à l'essence même de l'homme. À quel moment peut-on parler d'une rencontre avec l'invisible? Le grand-père de Michel de Notre-Dame, Nostradamus, qui est juif, qui a un prénom et un nom juif, rencontre un prélat, Pierre de Foix, qui est un des proches, un des grands serviteurs du pape à Avignon. Ces hommes, le grand-père de Michel, comme le cardinal Pierre de Foix, Pierre l'Ancien, vont échanger. Probablement qu'ils vont parler de théologie, peut-être qu'ils vont aller plus loin, et qu'à mon sens, un chemin de conversion, renversement presque, accompagné de l'invisible. Quelque chose se renverse dans la vie de ce juif qui va transformer sa vie. Je ne crois pas, je n'en ai pas en tout cas trouvé l'écho, je ne crois pas qu'il y ait eu une pression sociale qui ait empêché l'affirmation d'un espace de foi. Pour moi, cet homme, ce grand-père, dit, et à ce moment-là, c'est un jeune homme, il vient d'épouser une dame juive qui est de la Haute-Vallée de l'Aude, et ils partent ensemble dans le comtat vénécin, à Avignon. Et là, il comprend qu'il doit accepter l'arrivée d'un Dieu vivant qui s'appelle Jésus-Christ, et que ce Jésus-Christ peut changer sa vie par l'intercession de sa mère. Et d'ailleurs, il va aller très loin, puisqu'il va prendre le nom même de la Vierge comme nom de famille, faisant de lui un juif converti qui s'appelle Notre-Dame, et comme on dit en vieux français, Notre-Dame. La réalité de la vie sociale et probablement le fait de sa conversion va lui donner accès à toute une réalité de personnalité de Provence, du comtat vénécin, qui feront de lui un homme riche, ce qui fait qu'il aura la possibilité plus tard de s'acheter une particule, s'appelant ainsi Monsieur de Notre-Dame, et donnant l'opportunité à son petit-fils, Michel, de s'appeler plus tard Michel de Notre-Dame, qui signera ses livres Nostradamus. Ce phénomène de conversion, pour moi, est probablement la plus belle image, dans le cas de la famille de Nostradamus, de ce que l'invisible peut produire dans nos vies. Parfois, se laisser toucher, je le dis pour moi, pour toi Vanessa, et pour tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Il y a quelque chose parfois qui tient de l'invisible, qui vient nous toucher dans nos vies et transformer notre cœur. Peut-être que Jaume de Notre-Dame a été dans ce cas-là. Quelque chose a venu toucher son cœur, transformer sa vie. Tu as parlé de l'homme volage qui aimait les femmes, Oui. qui aimait la vie, et puis de cet homme apothicaire, de cet homme bon qui s'est installé à Agen, Oui. je m'en souviens, et qu'il a rencontré l'amour de sa vie. Oui. Sa La première femme. Mais oui, mais malheureusement, voilà, on sait. Tu nous as appris le dessin et franchement, c'est des choses qu'on ne savait pas.
de sa vie. Bien sûr, beaucoup pensent à Marie de Médicis, mais personne ne croit qu'il y a eu quelque chose avant, et tu as pu nous ouvrir à ça, et nous capter notre attention. Et vraiment, moi je me souviens quand tu as tapé sur la table, et je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Quel malheureux dessin va arriver ? Oui, il y a parfois dans les conférences une forme de théâtralité qui est nécessaire. Le public reçoit avec joie, avec attention, une connaissance, un savoir. Et la scène que nous propose l'histoire, la vie de Michel de Notre-Dame, m'a permis à un moment, par exemple, lorsque l'Inquisition vient l'arrêter. Lorsque l'Inquisition vient l'arrêter à Agen, et oui, c'est brutal. C'est brutal comme une main qui s'abat à plusieurs reprises sur une table, surprenant le public. Je crois que on a là la réalité de nos vies aussi. Il y a quelque chose qui est transférable. Nous avons la possibilité, aujourd'hui, moi, toi, ceux et celles qui nous écoutent, les techniciens qui nous entourent à cet instant sur ce plateau, nous avons tous la possibilité de vivre quelque chose qui peut s'appeler la paix et l'amour. Ça, c'est un choix personnel. Est-ce que j'ai envie d'être un apôtre, une apôtre de la paix, de l'amour dans ma vie et auprès des gens que j'aime? Ça, c'est une première chose. Mais ça peut se faire dans un contexte social qui est très carré, très cadré. Et Michel de Notre-Dame, quelle qu'ait pu être son ouverture d'esprit, a dû probablement à certains moments affronter les réalités immobilistes de son temps, comme nous sommes, nous aussi, parfois, en 2024, probablement aux mains de forces que nous ne voyons pas, mais qui s'exercent. Il en va ainsi des mondes. Nous vivons en société, nous sommes des êtres sociaux, et nous devons accepter parfois, souvent, parfois tout le temps, mais de façon plus ou moins intense, la réalité de ces mondes qui nous entourent, qui nous enveloppent. À commencer par notre propre famille, nos amis, qui impulsent, et puis la société. Et il y a aussi, et je crois très fort, aux forces de l'esprit. Et je pense, et je marche en cela à la suite de Michel Notre-Dame, je pense que d'autres forces s'exercent, qui sont des forces invisibles. Et regarde, aujourd'hui c'est toi qui viens, avec ton équipe technique, et qui vient proposer aux auditeurs et aux auditrices de Radio Occitanie un moment de rencontre autour de Michel de Notre-Dame. Et aujourd'hui, c'est Richard Rodabraham, conservateur de la maison de Nostradamus, qui prend la parole. Eh bien, je souhaite que d'autres puissent prendre la parole, évidemment, sur ce sujet de Nostradamus, et sur tous les sujets périphériques que tu as pu découvrir lors de la conférence, et que nous pouvons tous découvrir. Spiritualité, ésotérisme, patrimoine, histoire, ou l'inverse, histoire, patrimoine, ésotérisme et spiritualité, si on s'élève dans la pyramide. On parle d'un recueil où il y a des prédictions qui ont été notées. Oui. On lui a demandé de noter, on a fait... alors il avait un petit recueil simple ou autre, mais ils ont fait un recueil avec une reliure, avec quelque chose de très beau, de très fort, pour vraiment symboliser. Il y a des prédictions, et tu as dit à un moment, et je m'en souviendrai, et je voudrais quand même qu'on dise à nos auditeurs que il y en a qui disent oui, Nostradamus a prédit ça, mais ça s'est pas réalisé, ou Nostradamus a dit ça, machin, tout ça. Et en fait, c'était pas Nostradamus, c'était quelqu'un qui disait Nostradamus m'a dit, et du coup, on l'importait à Nostradamus, à Michel de Nostradamus. C'est encore vrai aujourd'hui. Le nom est connoté. Ce nom, Nostradamus, ouvre au fantasme. Il y a quelque chose qui tient presque de la peur fondamentale, quelque chose qui nous parle à cœur. Nous sommes tous, je crois, instrumentalisés. Les médias, plus ou moins bienveillants, utilisent Nostradamus afin d'arriver à, parfois, un éclairage
qui peut nous maintenir soit dans la peur, soit dans une espèce de réalité fantasmée où seuls les grands médiums, comme Michel de Notre-Dame, Nostradamus, auraient accès, eux sachant la vérité sur le futur, et nous, pauvres hommes et femmes en chemin, nous devions nous soumettre à cette réalité du destin. Je pense que Michel est probablement de ces hommes, à contrario du phénomène que je viens de décrire, c'est-à-dire l'instrumentalisation. Je crois que Michel de Notre-Dame, à mon sens, est tout le contraire. C'est un homme de la Renaissance. C'est un homme du néoplatonisme, qui s'est inscrit à la suite de Marcello Ficino, de Marcel Fissin, qui est allé à la rencontre de nouveaux espaces de pensée. Ceux que nous avons redécouverts à la Renaissance, durant le Quattrocento italien, ou durant le XVIe siècle français. Il s'agit en fait de libérer l'homme de ses peurs et de le faire entrer dans une réalité, je dirais peut-être qui s'approche de ce qu'on pourrait espérer comme le libre arbitre. Et cette réalité du libre arbitre vient modérer la part, l'emprise de l'invisible dans nos vies. Et donc ça devient donc presque un partenariat. Chacun, chacune, toi, moi, chaque auditeur et chaque auditrice étant en mesure d'accepter une réalité et capable de se dire « Oui, je suis une cosmogonie, je suis un univers à moi tout seul, et ce que je vais faire de mon univers va resplendir autour de moi. » Si aujourd'hui, Paola, Florent arrivent à dire « Je suis un apôtre de paix et d'amour », alors le monde dans lequel ils vont évoluer sera un monde de paix et d'amour. S'ils choisissent à contrario un monde de violence, ils vont semer et récolter de la violence. Entendons-nous bien, on n'est pas au pays des bisounours. Non. Ceci est totalement incarné avec les difficultés de la vie pour soi et la relation aux autres. Mais ceci demande de la modération, demande à être canalisé. Je crois que Michel était, en ce sens, un conseiller, quelqu'un qui était en mesure, peut-être, d'accompagner les hommes et les femmes de son temps, et grâce à la transférabilité, grâce à la possibilité de transférer les valeurs qu'il a portées au XVIe siècle, jusqu'à aujourd'hui, être capable de dire « je peux entendre ce que me dit Nostradamus et je suis capable de me laisser toucher en vérité pour transformer ma vie. » Et être capable de devenir le capitaine, la capitaine de mon bateau. Que l'on fasse de la radio, que l'on soit dans la transmission du savoir, que l'on aime une radio comme Radio Occitanie, auquel on est fidèle, et une radio pour laquelle on a envie régulièrement de revenir sur Internet pour voir les vidéos, pour écouter les interviews. Par exemple, dans l'émission Chaud devant, celle que tu portes. Eh bien, aujourd'hui, je crois que chacun, chacune ici, ceux qui nous écoutent, et comme ceux qui nous écouteront peut-être demain, en réécoutant l'émission, en disant « Putain, c'est un super truc, vraiment, il a dit un truc, j'aimerais revenir là-dessus, prendre des notes, être capable de fouiller, laisser naître des graines. » Donc chacun son espace, mais je crois beaucoup à cette possibilité du libre arbitre et à cette capacité d'ajuster les choses pour soi-même et pour les autres en périphérie. On est dans la maison de Michel de Oui. Notre-Dame. Oui. Comment t'es tombé sur cette maison et qu'est-ce qui t'a donné envie de la restaurer, de lui donner l'âme d'antan? Je crois que ça s'est passé en plusieurs actes. D'abord, je suis né à Alette-les-Bains. Alette-les-Bains, une cité médiévale du département de l'Aude, au cœur de l'Occitanie, dans cette haute vallée de l'Aude au sud de Carcassonne. Donc pour ceux et celles qui nous écoutent, quelque part entre Toulouse et Montpellier, il y a une ville qui s'appelle Carcassonne. Vous prenez la route plein sud, au sud de Carcassonne, et vous dépassez Limoux.
et vous arrivez dans une ville qui s'appelle, une ancienne cité qui était une capitale, qui s'appelle Alais-les-Bains. Alais-les-Bains, c'est un lieu historique, c'est aujourd'hui une des plus grandes concentrations de monuments historiques de la région Occitanie. Et comme je suis né ici, j'ai grandi au milieu de ces monuments historiques. Et je passais tous les jours, depuis que j'ai appris à marcher, à bicyclette, je passais devant cette maison. Tout le monde nous disait la maison de Nostradamus. J'étais loin d'imaginer qu'une cinquantaine d'années plus tard, souhaitant acheter une maison au cœur du centre médiéval, allait venir à moi la possibilité d'acheter cette maison. Pour être tout à fait honnête, la veille encore de la décision, que ce soit la mienne ou celle des propriétaires précédents, personne n'était capable de dire que cette maison allait se vendre. Elle était dans la même famille depuis plusieurs générations et il m'avait répété lors de notre rencontre le vendredi matin de cette semaine-là, nous étions bien avant le Covid, et il me répétait encore, cette maison n'est pas à vendre. Et durant cette visite, il m'avait répété cette phrase 5 fois. Le lendemain matin, à 8 heures, je reçois un texto. Bonjour Richard. Nous sommes d'accord pour la maison. Nous t'aimons, nous t'embrassons. Et leurs 2 prénoms. Nous n'avions pas parlé de prix, mais eux avaient pris la décision, pour le coup, de vendre. Et pas de vendre la maison, non, de me vendre de te vendre. La maison. Parce qu'ils avaient été touchés par toi. Peut-être. Ils connaissaient probablement la dimension spirituelle qui a construit ma vie depuis mes 9 ans. Ils savaient que je portais au cœur, comme un ADN, profondément le sens du mot service. Et donc ils se sont dit, parce que la maison de Nostradamus, tout le monde voulait l'acheter. Ils auraient pu la vendre 300 fois. Et à des prix exorbitants. Mais leur objectif était surtout que la maison vive, qu'elle retrouve ses lettres de noblesse, ces lettres à la feuille or que l'on trouvait sur la reliure de ce livre relié en pleine peau en 1555 que l'on appelait les prophéties de Nostradamus ou Century. Ce même or qui fait briller encore aujourd'hui la cité médiévale d'Alais, la maison de Nostradamus qui est devenue un musée, puisque oui, effectivement, Vanessa, nous avons réalisé des travaux de restauration qui ont duré 2 ans, retrouvant une partie des décors précédant la Renaissance et une partie du XVIIe siècle, puisque la maison avait été restaurée, j'allais dire, après les guerres de religion. Et donc, nous avons retrouvé toute cette réalité et il a fallu après faire, à travers un schéma de muséologie, faire une construction. Et donc, j'invite effectivement les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent à passer à Alais-les-Bains et à venir découvrir la maison de Nostradamus, qui est un lieu de découverte, de mémoire du grand personnage Nostradamus, qui est dans les faits la maison, ce que nous dit la tradition ici à Alais-les-Bains, qui est la maison des ancêtres de Michel de Notre-Dame, dans laquelle lui-même est venu de 1521 à 1528. Ce sont les dates qui ont été retenues par les historiens. Et donc c'est pendant ces 7 années qu'il est venu. Il est peut-être venu avant, mais comme c'était un petit garçon, il n'y a pas de trace. Et il est peut-être revenu après. Nous, l'information que nous avons, c'est qu'il est venu ici en 1528, accompagné d'un médecin allemand qui s'appelait Ulrich de Mayence. Bon, je ne vais pas reprendre tout l'historique, mais ce qui est important, c'est de savoir que quand on vient à Alais-les-Bains, on a la possibilité, de découvrir le musée, la maison de Nostradamus. La particularité de ce musée, c'est qu'on peut le privatiser. On peut l'utiliser comme un lieu d'hébergement tout à fait insolite et dormir au milieu des toiles, au milieu des vitrines, dans les lits à baldaquin. Il y a en particulier au 2e étage un lit à baldaquin du XVIIe siècle,
en Enquête à Noyer, un lit d'apparat qui est exceptionnel. Pourquoi du XVIIe siècle? Car nous souhaitons valoriser une rencontre qui a eu lieu en 1563 entre un petit garçon de 8 ans, prénommé Henri, fils aîné du roi de Navarre, et Michel de Notre-Dame, qui était déjà un monsieur de plus de 60 ans. Et cette rencontre a donné lieu à un échange devant la cour qui faisait ce qu'on appelait le Grand Tour, le Tour de France, avec Catherine de Médicis et un de ses fils qui régnait, qui s'appelait Charles IX. Et ils se sont arrêtés dans une ville qui s'appelait Salon-de-Crau. Il y a eu cette rencontre, et nous faisons mémoire de cette rencontre entre ce petit garçon de 8 ans, qui deviendra bien plus tard, puisqu'il est le prince Henri de Navarre, qui deviendra bien plus tard le célèbre Henri IV, roi de France et de Navarre, père de Louis XIII, grand-père du grand roi Soleil, Louis XIV, etc. Donc, oui, cette maison, c'est un lieu exceptionnel où les auditeurs et auditrices peuvent trouver quelque chose. C'est aussi un lieu ésotérique où on peut se laisser toucher par l'invisible, se laisser transformer. C'est peut-être presque un lieu de conversion. Oui, on ressent des ondes, oui. On est Particulièrement. Vraiment bien. Je pourrais parler avec toi pendant des heures de ta passion, de Nostradamus, de ce côté servitude, de ce côté, on va dire, don de soi. Oui. À l'histoire, à la mémoire de Michel de Notre-Dame. J'ai juste une dernière question. Je sais qu'à la porte, oui, il y avait une intercide, un petit endroit où il y avait pour mettre quelque chose. Est-ce que tu sais à quoi ça correspond? Alors, dans toutes les maisons juives, on trouve un objet que l'on touche ou que l'on embrasse quand on rentre dans une maison. Les maisons juives à Alep présentent effectivement cette caractéristique. On retrouve parfois un évidement où on trouvait effectivement cette pièce que l'on imposait là. Il y avait cela comme on le trouvait dans toutes les maisons juives. Beaucoup plus intéressant, et j'invite ceux et celles qui nous écoutent à y penser lorsqu'ils envisageront peut-être un voyage dans le pays cathare, au sud de Carcassonne. Il y a des poutres, la majorité des poutres de la maison viennent d'arbres qui ont été plantés il y a 1000 ans et qui ont été sculptés il y a 900 ans, à peu près autour du XIIe siècle. Pour dire les choses très simplement, certaines de ces sculptures représentent des symboles ésotériques. J'invite ceux et celles qui nous écoutent à venir découvrir ces symboles gravés dans le bois il y a presque 1000 ans et chercher quel peut être le sens caché, ésotérique. Bienvenue à Alep-les-Bains, bienvenue en Occitanie, grâce à ta radio, grâce à ton émission, Vanessa. Je sais qu'ils seront nombreux et nombreuses à venir me rejoindre et nous rejoindre à Alep-les-Bains. Je leur dis déjà et par anticipation, bienvenue dans le Triangle d'Or. Nous avons tant de choses à découvrir ensemble. Merci beaucoup, Richard. Merci à toi, Vanessa, dans la joie de nous revoir. Avec grand plaisir.